Merci beaucoup, Claire. Merci à tous les deux. Et aux questions qui ont été posées. Je ne me situerai pas au même niveau d'analyse parce que j'en suis bien incapable. Je ne connais pas assez toutes ces choses qui ont été évoquées, mais j'essaie d'en comprendre les logiques. Et en guise et aussi pour répondre un peu à Patrick et à d'autres petites questions, je vais vous proposer en quelques minutes, je ne vais pas être très long, une sorte en effet de petit ramassage de tout ce qu'on s'est dit et pour le replacer aussi dans le cadre de nos travaux depuis un an et encore pour quelques mois. D'abord, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Carolina sur la question du chaos politique et démocratique initial dans lequel on est plongé. Je pense qu'en effet, ça a été rappelé. Ce chaos démocratique, on le sait, profite ce qu'on va appeler des outsiders de la démocratie, que sont notamment le Rassemblement national et ses alliés en ce moment. On le voit très clairement. On voit bien comment le Rassemblement national, à chaque fois, semble gagner, quel que soit le scénario. Il y a un problème, et je suis assez content qu'elle l'ait aussi bien pointé. On dit toujours que c'est la ligne politique qui pose souci, alors qu'en fait, c'est la règle du jeu. Si je résume avec mes mots à moi de sociologue et de politologue, il faut donc, comme elle le dit très bien, entrer dans la salle des machines pour pouvoir changer quelque chose de la règle du jeu. C'est comme si on jouait au Monopoly, ou bien qu'on jouait à un jeu de dés, mais nous, on a toujours un dé qui a 1 et les autres ont un dé qui a 6. Évidemment, à un moment donné, ça ne va pas marcher, quelles que soient nos idées politiques. Et ensuite, le fait qu'elle insiste bien, j'ai aussi apprécié ça, sur le fait qu'une révision de quelques-uns des articles ne suffirait pas, que c'est bien une pratique de l'homo politicus, et que si on attend la crise pour changer, malheureusement, les gens qui vont changer la règle du jeu, ce n'est pas forcément ceux que nous attendons. Euh, L'étude qu'elle a mentionnée, moi je la connaissais puisqu'on en a parlé ici, que je connais bien Caroline, pardon, Delbos Corfield, donc notre amie ancienne députée Gwendoline. qu'à l'époque, on avait un peu discuté du sujet. Je voudrais insister sur deux points qui n'ont pas été forcément notés, mais que vous pourrez aller consulter, puisque Yves a mis la référence de l'étude en question. L'étude du Parlement européen, donc en question, de Gwendoline et des autres, évoquait notamment la faiblesse en France particulièrement, et ça c'est notable, parce que vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir, du peu d'indépendance du pouvoir judiciaire que éventuellement la France a déjà et qu'elle pourrait avoir. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et autres, c'est la cible privilégiée du Rassemblement national et du lepénisme depuis des années et des années, et de plus en plus de la droite d'ailleurs. Donc le peu d'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est vraiment quelque chose qui en France est problématique. Deuxième point, l'affaiblissement net des autorités publiques indépendantes. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, si vous êtes un peu au courant, les agences, les instituts divers et variés sur le nucléaire, sur la biodiversité, ça ne cesse d'être affaibli depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, on est vraiment dans un continuum qui fait qu'en gros, le RN, s'il arrive au pouvoir, ce que je pense malheureusement de plus en plus probable, n'aura pas grand-chose à faire en effet sur cette question-là précisément. Troisième point, le contrôle des corps intermédiaires. Et dans les corps intermédiaires, ben, principalement les médias publics et privés. Vous savez quel est le projet pour le public et quel est déjà le projet déjà bien en cours sur le privé, hein, et puis aussi les associations, l'université, etc. Donc, en gros, l'étude pointe vraiment comment la France est de ce point de vue-là en difficulté déjà aujourd'hui et comment elle le serait encore plus si ce pouvoir arrivait réellement. Moi, il y a une question qui est pour moi pas tout à fait résolue et j'y reviendrai à la fin après avoir évoqué un peu ce que disait Laurent. C'est la question de la justification ou je dirais, la manière d'amener et de faire en sorte que ça puisse marcher. Comment est-ce qu'on peut faire passer l'idée de l'urgence, plus que d'urgence, de la nécessité impérieuse d'un changement de constitution et donc de règles du jeu. J'ai l'impression que les exemples qui ont été donnés, que ce soit au Chili, en Islande ou même ailleurs, oui, ok, mais ça n'a pas marché, comme l'a très bien dit d'ailleurs elle-même Carolina. Alors on apprend des échecs, etc. Mais enfin, si dans un pays comme l'Islande ou le Chili, où la gauche est arrivée massivement au pouvoir à ce moment-là, ou l'Islande, où on peut dire qu'il y a quand même une forme de ils sont 380 000 de mémoire comme ça, si ça ne marche pas là-bas, moi, c'est vrai que je reviens à la question de Patrick, comment est-ce qu'en ce moment, on pourrait même envisager que ça puisse fonctionner en France? Voilà, j'ai l'impression que le différentiel est en train de se creuser plutôt que de se réduire. Parce qu'on est quand même face à des forces, et c'est là-dessus que je voudrais insister, qui veulent la renforcer dans son aspect autoritaire. L'ensemble de la Constitution et de tout ce qu'elle implique. C'est-à-dire qu'en gros, Marine Le Pen et son père et les autres disent très bien, nous, la cinquième, ça nous va très bien, voire même, elle est trop compliquée, on va simplifier tout ça. Je vais y revenir. Je pense que pour pouvoir espérer avoir une réforme de la Constitution dans les 2, 3 ans qui viennent, parce que malheureusement, on n'a peut-être pas beaucoup plus de temps pour pouvoir l'envisager, il va falloir un récit extrêmement fort, un événement fondateur, mobilisateur absolument incroyable. Et donc, j'ai envie de dire,
c'est l'occasion qui ferait le larron, c'est-à-dire qui nous ferait, nous, des larrons. Il faudrait sauter sur une occasion, c'est-à-dire sur un événement, alors la hausse du ticket du métro, mais à mon avis, ça doit être beaucoup plus fort que ça, et éventuellement peut-être préparer les choses, et c'est là que le travail qui est fait par Carolina et Laurent serait extrêmement important. Moi, il me semble quand même qu'on est dans un moment qui est quand même plutôt celui de ce que je vais appeler un combat de chef, et je vais y revenir rapidement, ou plus précisément d'ailleurs, un combat de bouffon tyrannique, pour reprendre l'expression de Christian Salmon, hein, c'est-à-dire dans lequel le médiatique, avec les réseaux sociaux numériques et les TV privés, supplante largement aujourd'hui le politique. On le voit bien d'ailleurs dans la façon dont tout le politique est géré depuis quelques années. Trump, Musk, bien sûr, sont emblématiques de ça, mais aussi Le Pen, celui qui est mort et celle qui est là, mais aussi Zemmour et même, dirais-je, Mélenchon et Macron. Ma théorie à moi, c'est que nous avons trois bouffons tyranniques en France qui empêchent toute ouverture du débat, et notamment du débat sur la Constitution, sur la place du président, la place du Parlement, la place du gouvernement. Et donc, ces trois bouffons tyranniques empêchent toute forme de débat, et quelque part, ils sont au service, les uns comme les autres, d'une portion de la population, d'une petite portion de la population, de quelques intérêts, et ils bloquent tout. Et donc, c'est là-dedans que j'ai l'impression qu'on est. Quand je passe à Laurent et à ce qu'il nous a expliqué, très riche également, j'ai beaucoup aimé l'idée que l'écologie oblige à l'ouverture et l'interdépendance, aux trois étages avec le mental, donc ce que certains appelleraient peut-être l'écosophie, et deux idées qui pour moi sont essentielles et que il a bien replacé au centre du jeu et qui, à mon avis, sont une des erreurs qu'on a fait depuis 20 ans à peu près, c'est qu'il va falloir clairement redonner une priorité au bien commun contre le propriétarisme, j'aime beaucoup ce mot, abusif. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en gros, et je vais aller jusqu'au bout, je pense qu'il faut, en effet, comme il l'a dit, il a parlé d'égalité d'accès, voire de solidarité, plutôt que la liberté, j'ai bien entendu. Je suis pour ma part un sociologue qui considère que nous sommes beaucoup trop dans la liberté. Beaucoup trop, et je suis désolé de le dire, je sais que ça va choquer tous les libéraux libertaires de gauche, dont un paquet sont devenus écologistes, mais pour moi, la liberté aujourd'hui, c'est celle de détruire, d'exploiter principalement. C'est celle de prendre les réseaux sociaux, c'est celle de racheter TikTok pour Musk, ce qu'il va faire dans quelques jours a priori. Voilà, et je considère que l'écologie, c'est d'abord la responsabilité bien devant la liberté. Et comme on ne l'a pas dit, comme on ne l'a pas posé, comme la gauche ne le dit plus et qu'elle parle que de liberté, liberté de j'ai quand même bien le droit de, ben non, en fait, tu as d'abord la responsabilité d'autres. Je pense que la crise écologique et ce qu'elle implique comme bifurcation collective, comme planification, sont à mon sens beaucoup plus importantes aujourd'hui et devraient être beaucoup plus mises en avant que la liberté qui est une espèce. Et alors, non seulement il y a la liberté du renard dans le poulailler, disons-le très clairement, la liberté, c'est aussi les libertariens, c'est aussi pas d'État, c'est aussi pas de règles, c'est aussi pas de constitution, ou presque. Et puis, il y a un deuxième mot qui commence à sérieusement m'agacer, c'est la fraternité. Pourquoi? Parce que la fraternité, regardez bien ce qu'elle est en train de devenir, c'est une fraternité entre identiques, c'est-à-dire un ethnicisme qui confine à la préférence nationale. Et on ne l'a pas vu venir et on s'est fait prendre au piège. C'est-à-dire que la fraternité aujourd'hui, c'est entre ceux qui se ressemblent. Et Michel, alors son nom m'échappe à l'instant, mais a bien parlé de ce sujet récemment, sur le fait que au sein des électeurs du Rassemblement national, qui sont massifs aujourd'hui, qui sont très très nombreux, il y a quelque chose de l'ordre de pourquoi est-ce qu'on ne garde pas pour nous et pourquoi est-ce qu'on donne à des gens qui ne sont finalement que un peu des superflus, ils ne sont pas nécessaires à notre vie commune, ils n'ont rien à faire avec nous, et le nous contre eux, eh bien cette forme de fraternité-là, ces citoyens, je vous rappelle qu'un étranger n'est pas un citoyen en France, quelqu'un qui a moins de 18 ans n'est pas un citoyen en France. Donc le fait d'utiliser sans cesse le terme de citoyen et de fraternité, on s'est fait prendre au piège, quelque part, cette fraternité-là, comme elle est réduite, eh bien en fait ça devient un ethnicisme, c'est-à-dire un clanisme. Et je vais y venir avec Freud très rapidement pour conclure. Laurent a très bien posé la question, c'est quoi la crise? De quelle crise on parle exactement? Parce que depuis que je suis né à peu près, nous sommes en crise. Et il a aussi rappelé comment Edmund Rosa et Virilio ont bien parlé de l'urgence comme un problème et pas comme une solution, alors même que les écologistes ne cessent de dire nous sommes dans l'urgence. Oui, mais si on est dans l'urgence et qu'on ne prend pas de décision, bah, on apparaît comme impuissant. Et Virilio l'avait d'ailleurs bien pointé, je trouve, déjà à l'époque. Il n'y a pas que lui, mais parmi d'autres. Et donc, moi, je travaille depuis une trentaine d'années sur la question de l'extrême droite, notamment en disant on est plongé dans une crise du sens qui nous empêche de voir, et c'est le sujet que nous avons en commun, une res publica, donc une république à défendre, à promouvoir, bref, cette histoire de république écologique qui serait possible. Pire, nous sommes de plus en plus perçus, et vous le savez, nous le savons, comme les empêcheurs de vivre,
comme ceux qui empêchent de faire ce que les gens veulent, ce que les gens peuvent. Ils veulent devenir riches et nous on dit non, non, il ne faut pas être riche. Ils veulent une grosse voiture. Non, non, il ne faut pas une grosse voiture. Bref, on est les empêcheurs de vivre, les empêcheurs non seulement de tourner en rond, mais beaucoup plus de faire ce qu'on veut, tout simplement. Donc on est les anti-libertés. Donc, on a beau dire on est pour la liberté, c'est faux. En réalité, l'écologie n'a jamais été pour la liberté, en tout cas pas celle-là, pas celle de faire tout ce qu'on veut comme on le veut et donc d'abuser. L'abus est anti-écologique. Et là, je vais mettre un petit peu, en termes de conclusion, remettre le point de écologie ou barbarie. Aujourd'hui, ce qu'on va appeler l'extrême droite et nos barbares, hein, ces fameuses barbares qui les accompagnent, Elon Musk est vraiment emblématique de cette barbarie. Parce qu'il n'est pas d'extrême droite au départ. Hein. Je vous rappelle que s'il est anti-woke, c'est principalement parce que sa fille a fait un changement, une transition de sexe, et qu'il a détesté ça il y a 3 ou 4 ans, et que donc il a basculé psychologiquement, psychanalytiquement, après avoir créé une école pour tous ses enfants, il a basculé psychanalytiquement dans une forme de barbarie libertarienne absolue, dans laquelle il se nourrit de ce qu'il a lu quand, il le dit lui-même, hein, dans les fanzines de science-fiction des années 60. C'est ça son imaginaire. Hein, c'est pour ça qu'il va aller sur Mars. Parce qu'il a lu des tables de science-fiction des années 60. Pour lui, cet imaginaire-là, il est plus fort que l'imaginaire écologique, l'imaginaire progressiste, l'imaginaire de gauche ou des démocrates. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette extrême droite, ces barbares, nous plongent en fait dans un temps différent. Et là-dessus, Laurent l'a bien amené, il a dit l'urgence, la crise de maintenant, l'écologie, c'est nous devons agir aujourd'hui pour préserver le futur. L'extrême droite et les barbares, ils disent autre chose. Ils dénoncent la folie du temps présent, comme nous d'ailleurs quelque part, mais pas sur les mêmes choses. Eux, ils dénoncent le déclin, le blocage, le fait que tout soit compliqué, alors que dans le temps long, rassurant du passé, c'est-à-dire dans la nostalgie dans laquelle ils vivent, du temps où c'était mieux, hein, les 30 glorieuses pour Le Pen, le futur de la science-fiction pour Musk, les années 60 pour Zemmour, etc., etc., ce que j'appelle une forme de rétrofuturisme barbare, très en vogue sur les réseaux sociaux, très en vogue dans la BD, très en vogue dans les mangas, dans tout un tas de cultures alternatives. Tout cela, ce rétrofuturisme barbare, il est extrêmement en vogue, hein, avec le retour aux Vikings, etc., etc. On est face, nous, à l'idée d'un âge d'or originel et simplifié, qui permettrait de redonner du sens du collectif avec des règles du jeu très simples, qui instaurent un pouvoir très clair. Il y a un chef et son peuple. J'irais même jusqu'à dire avec Freud, c'est le projet constitutionnel de la barbarie en fait. Hein. Leur retour aux fondamentaux, c'est un chef et sa horde primitive, qui serait la première forme de relation entre le leader et sa foule, Freud, 1922, et Wilhelm Reich, etc. Tous les analystes du fascisme avaient vu cela, avaient compris cela. Et on ne l'a pas remis sur le devant de la scène. Alors que, à mon avis, si on parle de constitutionnalisme, si on parle de constitution, de règles du jeu, eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse en ces termes-là. Ils ont, eux, un projet qui est d'abolir la plupart des choses qui font nos règles du jeu, la constitution. Et nous, on est pour améliorer cette règle du jeu parce qu'elle est inadaptée à notre projet. Et donc, pour finir, je dirais ce techno-autoritarisme, puisque c'est comme ça, je pense qu'il faut désormais l'appeler, ou cette techno-barbarie. Hein, son projet, c'est un chef et ses followers. C'est ça leur règle du jeu, c'est ça leur constitution. Et c'est là-dessus qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Parce qu'ils n'ont pas à attendre un momentum où ils élaboreraient une règle très complexe, ils ont juste à faire en sorte que ça marche comme ça, Musk, Trump, etc., etc., Poutine, maudit en Inde, tous les autres, ils font ça. Et ça fonctionne, ça marche. Hein, la preuve du pudding, comme dirait l'autre, c'est qu'on le mange. Eh ben, la preuve de l'autoritarisme, c'est que ça marche. Trump, quand il dit quelque chose, le pire, c'est qu'il le fait. Et donc, la difficulté dans laquelle on est plongé, nous, c'est qu'on est un peu plongé dans un moment libertarien, dans lequel énormément de gens, même autour de nous, trouvent que Musk, finalement, il est intéressant. Les règles du jeu sont vécues par ces gens-là comme incapacitantes, gênantes, vecteurs d'impuissance. Je reviens sur un vieux sujet que vous m'avez peut-être déjà entendu dire, c'est que tous ces gens-là, ne l'oublions pas, sont d'abord des mafieux. Ce sont des caïds mafieux, historiquement, personnellement. Poutine, Trump, Erdogan, etc., sont tous des caïds mafieux, maudits en Inde, et ils ont gagné la bataille de l'imaginaire. C'est-à-dire, en gros, ce sont des parrains. C'est le film préféré sur la surface de la planète. Et sur la question de la loi et des règles du jeu, à force de règles qui apparaissent comme inapplicables, absurdes, qui n'ont plus de valeur, etc., eh bien, ils ont gagné la bataille de l'imaginaire. Donc, je dirais écologie ou barbarie sous l'angle constitutionnel, après avoir écouté nos deux spécialistes. Pour moi, ce serait donc une forme d'opposition entre une nouvelle constitution démocratique avec
une forme de complexité et de nécessité d'en revenir, en effet, à sans doute une convention citoyenne et pas seulement des référendums, contre la règle du plus fort avec une constitution minimale et qui, elle, avance sans avoir besoin d'un momentum et d'édification complexe. Et le problème, c'est qu'en France, comme le disait un peu Patrick Vivray, nous sommes dans un moment où on n'a plus qu'à, on sent bien que sans événement fondateur, sans, je dirais, rupture dans le déroulé actuel du chaos qui s'installe, eh bien, il est peu probable que nous ayons le moyen d'engager un mouvement social et politique, parce qu'il va falloir ça, qui serait chargé de redonner des règles du jeu efficaces, partagées. Voilà. Et en plus, il y a un autre sujet qui nous concerne, c'est que on a toujours un petit manque et que ces travaux en webinaire essaient de combler, c'est on a toujours un peu l'absence du projet commun qui guiderait ce processus complexe. En fait, qu'est-ce que nous mettrions collectivement? Alors là, nous avons 2 personnes qui travaillent à cela. Heureusement, il y a des gens qui travaillent à cela. Mais nous tous, tout ce peuple de la gauche et de l'écologie, tous ces est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on aurait un projet commun qui pourrait permettre de guider ce projet complexe, étant donné qu'on serait quand même cognés en permanence par les barbares qui, eux, ont un véritable projet rétrofuturiste, un peu fou, un peu absurde, mais en tout cas qui semble fonctionner dans les urnes et dans l'imaginaire collectif qui est guidé par des médias dont vous savez qu'ils sont de plus en plus de leur côté. Voilà, je ne voudrais pas plomber un peu l'ambiance, mais en tout cas, voilà ce que tout ça m'a inspiré. Et évidemment, je n'ai pas réussi à répondre à la question de Patrick, mais je pense que Patrick, comme moi, comme d'autres, nous avons un début de réponse à la question sur la règle du jeu et la façon dont ça se joue en ce moment dans notre pays.